Wesh, c'est Mimi et grande nouvelle, The Boys Club est maintenant sur YouTube. C'est pour rappel mon podcast où je parle de masculinité avec des mecs et avec Fab. Une semaine sur deux, il y a un nouvel épisode, on reçoit un homme qui nous parle de son rapport à son genre. Bonjour, c'est Mimi. Bonjour, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Arrête de dire des trucs après. Je sais. C'est le deuxième épisode de The Boys Club, le podcast masculinité de mademoiselle.com. Oui. Merci beaucoup si vous avez écouté le premier. Pour ce deuxième épisode, qui est donc toujours dédié aux questions de masculinité avec un homme qui vient nous raconter son rapport à son genre, on reçoit Lame. Salut Lame. Salut, ça va bien? Est-ce qu'on dit que c'est l'âme UA? Lame UA. Voilà. Ah, vous le faites à la 404? Oui, j'adore 404. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc Lame, tu es entre autres le taulier de Studio 404, qui est mon podcast préféré des internets français. Ah, c'est Ça va le gentil, dire. c'est adorable. Je le dirai aux enfants, ça leur fera plaisir. Aux chroniqueurs, pardon. Je suis comme un papa avec 4 enfants terribles. Ah et oui, la ça. maman, c'est Ghislain, le réal. Tu Ah, m'étonnes. c'est beau. Ah oui. C'est le deuxième papa, tu sais, c'est pas obligé d'être la maman. C'est vrai, mais il est assez maternel, Ghislain, et moi, je suis assez paternel, écoute. Trop hâte de parler de ce que ça veut dire être paternel ou pas. Oui. Grave. Ah, toi aussi. Lame, bonjour, bienvenue. Bah, merci de m'avoir invité, je suis très content, très honoré. Ah, je suis très contente que tu sois là aussi. Tu étais dans mon top 5 des gens que j'aurais aimé avoir à ce podcast. Donc, Alors, qui sont les 4 autres? eh bien, immédiatement. vous le découvrirez. Sauf peut-être Tom Hardy, qui, je crois, n'est pas dispo dans les mois à venir, peut-être dans la vie à venir. Lame, nous sommes donc là pour parler de ton rapport à ta masculinité, car tu es un homme. Oui, Tu es un homme d'1m80 et 70 kilos. tout à fait. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pigé que tu étais un homme? Est-ce qu'il y en a eu une? Est-ce qu'il y a une première fois où j'ai pigé que j'étais un homme Ou un garçon, si t'étais plus jeune. Je pense que des trucs tout cons, mais je pense qu'avoir vu ma petite sœur, ma grande sœur nue quand on était gamin ou mon père nu, je pense qu'avec le recul, j'ai vu des physiques d'autres personnes. Et donc tout de suite, je me suis, sans même comprendre exactement qui fait quoi dans la vie et comment ça fonctionne et comment ça s'emboîte, je me suis dit, tiens, mon père, il a pas le même physique que moi, et tiens, ma sœur, elle a pas le même physique que moi. Et donc j'ai compris que j'étais différent de ma sœur et différent et semblable à mon père. Je pense que ça, si je dois remonter dans les souvenirs, ça doit être le plus loin. Ensuite, maintenant, quand est-ce que tu prends conscience que tu es un homme Socialement, peut-être. socialement? Assez dur. Assez dur parce que je suis dans une phase de déconstruction, donc je suis en plein dedans en ce moment. Et c'est intéressant de se dire que tu es dans une découverte constante de fausses pistes et de nouvelles pistes de ce que c'est que d'être un homme. Je pense il y a un questionnement général sur ce qu'est être un homme. J'ai eu l'impression de le comprendre à différentes parties de ma vie et j'ai eu l'impression de pas me tromper, mais que c'était différentes parties d'une vie, quoi. Et qu'effectivement, à un moment, être un homme, c'était faire du sport, à un moment, être un homme, c'était baiser, à un moment, être un homme, c'était être féministe. Enfin, tout ça, c'est très partiel. Des fois, ça s'empile, ça crée des sédiments, et des fois, tu casses tout. Donc, je pourrais pas vous dire spécialement si c'est un moment, on va dire, vraiment précis. Quand tu parles que tu es dans une phase de déconstruction, ça veut dire quoi pour toi? Je sors de différentes phases de ma vie, sentimentale, professionnelle, personnelle. T'as quel âge aujourd'hui? 38 ans. 38 ans. Ouais, 38 ans. J'ai vécu 2 phases un peu fortes, une il y a 5 ans et une depuis maintenant 8 mois, qui chamboulent beaucoup de choses en moi, mais notamment mon rapport d'homme à moi-même et notamment le rapport des hommes à la société en général. Et donc voilà, c'est pas forcément agréable, mais c'est très intéressant. Tu nous racontes tout ça maintenant ou alors on Oh, avance? tu peux y aller. Hein. Ah, ça Tu sais, j'ai commence pas de fort. conducteur, je suis pas comme Je crois toi. qu'on allait avec, parler de ma bite, du coup. Ah oui, ça viendra. De sujets légers, quoi. On va pas commencer avec la bite, sinon les gens ils vont écouter la bite et ils vont arrêter. C'est quand même la meilleure partie. Ah, bonne technique. Il y aurait la bite à un C'est moment pour dans la ce rétention. podcast. C'est comme les tests de jeux vidéo, tu mets le verdict tout en bas. Exactement. Voilà. Ah, ok. Sauf que là, tu peux pas scroller. Non, pour faire court, j'ai un rapport à la virilité qui a beaucoup changé et plusieurs fois dans ma vie. Et j'ai un rapport aux femmes et au féminisme qui a beaucoup changé, qui a pas beaucoup changé dans ma vie, mais qui a changé beaucoup dernièrement. Et je fais notamment partie des MeToo. Donc, un peu comme la génération Footix en 98, je fais partie de la génération des mecs qui se pensaient féministes parce que globalement ils sont pour les grandes valeurs du féminisme, mais qui étaient en fait dans une sorte de ventre mou du féminisme qui n'agissait pas vraiment, mais qui était d'accord en fait avec les idées, mais qui ne voyait pas, et à laquelle il a fallu plusieurs coups de butoir, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 10, et finalement
l'alignement triste de planètes de Weinstein et le livre sur Bopin et la couve sur Kanta et donc MeToo et d'expérience personnelle pour que ça fasse une vraie déflagration, un vrai truc quoi. Alors qu'avant j'avais l'impression que comme beaucoup de mecs, on se disait féministe par un accord tacite. Mais voilà, donc et beaucoup de choses aussi, la charge mentale, toutes ces choses-là que comme beaucoup de gens, on la découvre pas, on la réalise. Voilà, je l'ai réalisée. Donc ça a été une année extrêmement déstabilisante. Et je pense que comme beaucoup de mecs, je m'en suis aussi beaucoup voulu parce qu'on a une certaine fierté à dire oui, je suis féministe, bien sûr, je suis pour l'égalité des sexes, des salaires, etc., etc. En même temps, on dit, mais ça fait 10 fois que tu lis des articles sur des femmes qui sont agressées dans la rue, et ça te fait pas lever un sourcil plus haut que l'autre, et tu te dis, ah bah merde, c'est relou, mais bon, faut qu'elle fasse attention quand même. Bon, bref. Donc, je me sens très con là-dessus. Je sens que c'est une discussion qui est difficile à avoir avec beaucoup de mes... Et des potes. Des potes et des amis femmes aussi, Ouais. parce que je me rends compte qu'il y a aussi différents milieux, et qu'on peut être très en retard sur un sujet, sur... le rapport homme-femme en général est très en avance suivant le cercle dans lequel on est. Donc, ce sont des discussions assez intéressantes, quoi. Et au milieu de tout ça, il y a les hommes. Je fais partie d'une génération qui a grandi déjà avec les valeurs féministes, mais dans une société patriarcale. Donc, peut-être un peu toi comme Fabrice, du coup. Ouais. On vit vraiment les deux. Et c'est intéressant de voir parce que c'est un vrai frottement structurel qui fait que tu es d'accord pour que, évidemment, il y ait une égalité entre hommes et femmes. En même temps, tu es un peu perdu parce que tu es au sommet de la chaîne et qu'on te demande de redescendre un petit peu et qu'en fait, on t'a pas été éduqué pour aller vers le bas. Tu n'as pas été éduqué pour partager, tu n'as pas été éduqué pour laisser de la place, tu as été éduqué pour monter vers le haut, en fait. Donc, je le vivais assez bien, je pensais vivre assez bien. Et en fait, je comprenais que je le vivais pas, je le faisais pas très bien, finalement. Et j'en ai reparlé avec mon ex, notamment. Et c'était drôle parce que... une fois que j'ai ouvert cette discussion avec cet état d'esprit, elle s'est vachement plus ouverte et elle m'a raconté des choses dont je ne me rendais pas du tout compte dans mon comportement, dans mes réactions et tout. Donc voilà. Vous étiez restés ensemble un petit moment quand même. Ouais, tout à fait. Vous avez eu l'occasion d'avoir un peu ce genre de discussion un peu profonde, quoi. Ouais, tout à fait. Et je me rends compte qu'on a des discussions qui me sont passées par-dessus la tête. Et je faisais oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais en fait, il a fallu MeToo. Voilà, c'est tout con. Il a fallu MeToo, comme certains, il leur a fallu Footix. Non, mais c'est vrai. Je suis vraiment largué avec Footix. T'es trop jeune. Alors, Footix, c'est des gens qui découvrent le football avec France 98. D'accord. Et donc, les gens qui aiment vraiment le football les regardent toujours d'un air un petit peu dédaignant en disant toi, t'es un Footix. En gros, t'aimes pas vraiment le foot. Il a fallu que la France soit championne du monde pour que tu t'intéresses au foot. Okay. Ou tu regardes quand l'équipe de France elle joue. Mais globalement, t'étais dans un ventre mou qui a un peu sauté dans le wagon dans l'euphorie. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont vraiment déclenché un vrai changement d'état d'esprit. Il a fallu quelque chose d'une ampleur monstrueuse comme MeToo, qui est peut-être le plus gros truc qui soit arrivé ces dernières années en termes de, ça, c'est sûr, d'ampleur, pour sauter dans le wagon. Donc, en soi... Comment tu l'as vécu, toi, cette déferlante sur tes réseaux sociaux, j'imagine? Il y a une partie de mon histoire aussi que je suis en train de travailler en ce moment qui fait écho à ça. Donc, j'en parle pas plus en détail, mais qui fait un peu écho à ça. Donc, ça m'a touché plus que d'habitude. Et il a fallu une quantité astronomique. C'était la quantité qui était hallucinante. C'est-à-dire, tous les jours, c'était regarder les hommes tomber, quoi. On voyait des hommes tomber. C'est que c'était des femmes qui les accusaient, qui étaient immédiatement crues. Il y avait une justice de rue qui était rapide et il y avait une justice dite souvent professionnelle parce que c'était des hommes connus qui étaient le mec est viré de sa série, le mec est défait de ses fonctions d'homme politique, etc. Et il y avait quelque chose qui était hyper spectaculaire en fait. C'était vraiment spectaculaire. C'était pas une femme qui, seule dans son coin depuis 20 ans, se bat pour que enfin les mecs prennent sa déposition, qu'elle soit crue, etc. C'était des femmes qui arrivaient, témoignages croisés, c'était vérifié, et le mec, en 2 secondes, il était immédiatement sanctionné, avant que la justice arrive encore. Et c'était des cas, enfin aujourd'hui, depuis septembre, il y a eu des cas, mais par centaines d'hommes connus. C'est absolument incroyable. Et des gens qu'on poste intouchables, des gens qu'on adore, genre, je sais pas, Louis C.K. ou Kevin Spacey, tout ça. Et à une autre échelle, il y a toutes nos femmes et nos amis, et quelques-uns de nos amis hommes, qui ont aussi témoigné. Et forcément, la déflagration, elle est toujours plus puissante quand elle est chez tes voisins ou dans tes cercles d'amis. Donc effectivement, quand tu vois que t'es juste... Ça tombait, ça tombait sur tous les fils, ça tombait dans toutes les discussions sans fin. Et malheureusement, il faut ça en fait, pour que des gens comme moi, enfin,
se réveille, alors qu'on pensait être éveillé en fait. Donc, et donc là, tu as des réflexes d'homme qui disent j'ai pas fait mon job. En tant qu'homme, en tant que féministe, j'ai pas fait mon job en fait. C'était presque la charge mentale. C'est ouais, je peux venir aider, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux venir aider, il suffit de me le dire, je viens aider. Mais en fait, tu restes dans le canapé quoi. Et donc voilà, c'est très vexant contre soi-même, on s'en veut quand même. Et en même temps, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire de plus ? C'était quoi pour toi, faire ton job d'homme qui lutte contre MeToo avant que MeToo arrive, en gros, enfin, qui essaye de changer les choses activement et pas dans le canapé en disant « Appelez-moi si vous avez besoin de moi ». Tu as donné la réponse à la question, en fait. C'est être actif. Ça veut dire que il m'est arrivé une fois d'alpaguer un ami à moi qui s'était mal comporté avec ma copine. Et on a une vraie discussion et finalement, on s'est perdu de vue. Et une partie de mon cercle d'amis était un peu en mode pick-up artiste, drague lourde, etc., etc. Et c'était vraiment compliqué pour moi parce que ça me scandalisait et en même temps c'était mes amis et en même temps c'était des hommes, donc il y a une sorte de lien qui nous lie. Et l'avoir fait, ça m'a vraiment presque mis en rogne contre ma copine de l'avoir fait en fait. J'étais énervé contre lui en premier, j'étais le voir et c'est lui que j'ai perdu de vue. Et j'étais un peu énervé contre ma copine en même temps sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Sur plein de cas, j'ai des amis à moi qui sont lourds, qui sont vraiment lourds en soirée, quoi, vraiment. Et je les ai jamais repris. Il y a une forme de tendresse et d'empathie entre amis en général, hein, même entre filles ou du coup entre mecs, qui fait que j'ai des potes qui sont franchement aujourd'hui sont relous, quoi. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment relous. Et je me rends compte que des copines à moi, plusieurs fois m'ont dit, écoute, un tel, il est creepy à chaque fois qu'il a bu, il est vraiment creepy. Et ta réaction, c'est ouais, c'est clair, il est creepy. Mais bon, tu le connais. Bon, voilà. Et en fait, t'as l'impression de ménager le chèvre et le chou et te dire, je t'ai bien entendu, hein, mais c'est mon ami, on le connaît. Et en fait, tu t'agis nulle part, en fait. Tu n'arbitres rien, en fait, tu restes neutre et donc tu es dans ce fameux ventre mou des hommes qui... alors moi, du coup, je suis vraiment un mec, je ne drague pas, je suis hyper... donc, qui sont très clean sur eux, très machin, qui sont assez progressistes et tout, mais qui en fait n'agissent pas. Et en fait, malheureusement, c'est une situation aujourd'hui où tu es obligé d'agir parce que on a vu qu'il y a une passivité qui existe depuis très très longtemps chez beaucoup de gens. Donc ouais, le gros du problème, c'était ça pour moi. Et pour plein de mecs autour. Est-ce que tu as parlé à tes potes depuis MeToo ? Donc là, Weinstein, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'occasion ou le déclic en fait, d'agir comme tu aurais aimé le faire avant ? Pas encore vraiment. Ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, j'ai reparlé avec l'ami avec qui j'avais cette discussion, qui est quelqu'un de très intelligent, très ouvert, plein de trucs, et qui m'a dit, ouais, il faut vraiment qu'on ait encore cette discussion, parce que cette discussion, on l'a eu il y a 2 ans et demi, et je sens que je lui ai dit ce que j'avais à dire, il avait bien entendu, mais qu'en même temps, il était un peu resté aussi sur ses positions, quoi. Il était un peu en mode, non mais moi je suis drôle, je suis cool, c'est pas... Donc on s'est promis qu'on allait se revoir là bientôt pour en reparler. Et j'ai alpagué un mec, un pote d'un pote, qui était un porc, qui faisait partie des Balance ton porc, qui se posait en féministe, en défenseur des femmes et tout, et qui avait balancé un post absolument incroyable où il faisait du mansplaining aux femmes pour comment gérer le MeToo maintenant, et où il s'était fait allumer par plein de nanas qui l'ont dit tu m'as agressé, tu t'es mal comporté avec moi ces années et tout. Et je l'ai alpagué et mon pote l'a très mal pris. Mon pote l'a très mal pris parce que je l'ai alpagué. Pas parce que son pote était un porc. Et ouais. Et on avait déjà des relations qui étaient un peu refroidies et ça nous a vachement crispés. Ensuite, j'en ai parlé avec des amis qui sont très au fait de ces choses-là, qui sont même plus avancés que moi, donc évidemment qui étaient extrêmement, comment dire, qui étaient extrêmement genre bienvenue au club. C'est cool, tu vois, c'est cool. De voir vraiment la vraie arrière-salle du bar, tu vois, et de pas rester à l'entrée. C'est là que ça se passe, en fait, mec. C'est toujours dans l'arrière-salle que ça se passe. C'est là où on agit. Et j'ai des fois essayé d'initier des discussions, d'en parler, notamment dans des trucs de famille ou avec des amis de la famille, etc. Et des gens qui sont beaucoup moins au fait de tout ça, qui discutent moins de ces choses-là, qui sont moins sur les avancées sociales et des genres et tout. Et pour eux, c'est une blague, en fait. C'est qu'en fait, c'est genre... dès qu'un truc, c'est « Oh, attention, hashtag MeToo hein, !» Tu vois, et ils en rigolent, et en fait, ils évacuent le truc, et tu sens qu'il n'y a pas de discussion possible encore. Et c'est l'étape d'après, sans doute, je pense. Ouais, mais du coup, je comprends ce que c'est qu'une femme qui dit « Putain, non, faut en parler !»
et qui passe pour la chieuse et qui lâche pas le morceau, Il a etc. pris la etc. pilule rouge. Oui. Tu te rends compte? Ouais. Non, mais c'est intéressant Ah oui, il est dans parce le que club maintenant. Ouais. et après, donc sans rentrer dans 100% des détails, je travaille chez Webedia, je travaille chez jeuxvideo.com à la télé, et donc évidemment on voit de très près. Nous, on n'a aucun rapport avec le fameux forum de jeuxvideo.com. Évidemment, il s'est retrouvé au centre d'une grosse polémique avec le numéro anti-relou puis Nadia Adam. Donc, je connais très bien les équipes de modération, etc. Oui, donc pour rappeler, Nadia Adam, c'est une journaliste qui a été ciblée par notamment une cabale organisée sur le forum 1825 de jeuxvideo.com Et des tweetos, ouais. et sur Twitter où Ouais. elle s'est fait harceler en ligne, tout comme Marion Seclin l'avait été 2 ans avant après ses vidéos sur le harcèlement. Oh. Car la vie est une Dis vanne. donc. Et- Dis donc, l'arroseur a arrosé. En fait, ce qui est arrivé à Marion Seclin n'avait pas été médiatisé et elle-même a mis longtemps à prendre la parole. Elle a fait récemment un TEDx sur le sujet. Par contre, Nadia Adam est relativement vite montée au créneau dans des grands médias nationaux pour dire « Eh oh, les connards, merci de Ouais, ne pas ». et puis là, on était en plein MeToo, et il y a plein de gens Oui, comme moi aussi. qui ont réagi différemment. C'est Le que, contexte était très différent. Moi, le forum 1825, donc je le pratique pas, mais je le connais depuis des années. Enfin, c'est l'ex 15-18, tout comme on pratiquait 4chan, tout comme on pratique ou Reddit ou plein de réseaux qui sont à la fois merveilleux, à la fois affreux. Parce que voilà, sur le forum de jeuxvideo.com, il y a des trucs merveilleux et des Bien trucs sûr, affreux. ouais. Et c'était, avec certains collègues, c'était dur d'avoir une discussion. C'était vraiment dur d'avoir une discussion parce que, à un moment, encore une fois, c'est ton pote relou ou c'est ton oncle un peu raciste sur les bords. Et tu le détestes, et en même temps, tu as une forme d'empathie pour lui, quoi. Et c'est... Les liens que tu as créés avec quelqu'un qui peut être néfaste pour toi sont plus forts que l'évidence de cette fameuse justice sociale. Donc c'était un peu compliqué. Mais chez Webedia, je sais qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu, parce qu'encore une fois, Webedia, c'est gigantesque. Et dans Webedia, tu as l'étage gaming, avec des gens qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Et dans l'étage gaming, tu as jeuxvideo.com qui est une forteresse, enfin un truc à elle toute seule. Et dans jeuxvideo.com, tu as la rédac, les communautés et la télé qui sont tous indépendants les uns des autres. Et dans la communauté, tu as Facebook, Twitter et le forum et tout ça. Et dans le forum, tu as le 18-25. Et dans le 18-25, tu as ces 50, 100, 200 connards intenables. Mais sauf que ça fait un boucan, évidemment, un boucan énorme. Et je pense que s'il n'y avait pas eu MeToo, il y aurait eu ce qu'il y a comme d'habitude, c'est-à-dire que ils nettoient, ils passent derrière les mecs et les modérateurs, ils arrivent et tu vois, ils passent les tags au Karcher et que des mecs reviennent taguer, quoi. Donc, et ça, c'était des discussions, on sentait que tout le monde était saoulé. Parce qu'évidemment, à Webedia, on a pris plein la gueule, les campagnes des Sleeping Giants, etc. Et que tout le monde était saoulé, et que même si je pense qu'une immense majorité des employés de Webedia sont évidemment pour contrer des trolls et surtout des gens violents et des harceleurs, la discussion était un peu taboue quand même. Tu vois, donc la discussion n'était pas forcément facile en fait. Alors que MeToo est assez évident. Mais il n'empêche que je me suis rendu compte que la discussion n'était pas facile et que si tu veux l'amener sur la table, et sérieusement, pas en mode blagounette, etc., et ben en fait, c'est dur. C'est dur parce que tu te dis, merde, je passe pour un chieur ou une chieuse. Et Oui, je suis pas encore habitué à ça. T'es le mec qui met un peu le nez dans le caca, quoi, et qui est là, Ouais. on a plein de caca devant nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'enlève? Et tout le monde préférait pas s'en occuper et faire comme si ça n'existait pas, donc c'est sûr que... Non, mais surtout, être un mec et de monter au créneau pour cette cause-là, et ben c'est étrange. Enfin, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est une sensation qui est encore étrange. Et c'est assez frustrant. Il y a un vrai truc pour moi, et c'est souvent un truc qu'on me dit, c'est-à-dire que en fait, si t'es féministe, c'est forcément que soit en fait tu veux toutes les sauter, soit t'es le gay friend, quoi. Ouais. Et c'est un truc c'est un peu une stratégie de défense en fait, tu vois, des mecs, c'est Ouais. pas possible d'avoir autant d'empathie Ouais. envers les meufs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes bails? Ouais. Et c'est sûr que c'est difficile parce qu'en fait ça attaque ta propre identité de mec aussi, tu vois. Complètement. Mais j'ai plein d'amis qui disent non mais je partage les valeurs, mais se dire homme féministe, et ben tu sens que d'un point de vue purement cognitif, il y a un truc qui coince déjà légèrement, quoi. Tu sens que la porte, il faut la pousser un peu pour entrer dedans. Et ça a l'air de rien, mais tout ça s'ajoute à 20 millions de petites choses que du coup je suis heureux d'entreprendre, d'essayer de décoincer tout. Donc il y a effectivement un gros bout de déconstruction et tu te rends compte que c'est lourd. Mais je me rends compte que je suis... Enfin, le spectre des mecs autour de moi que je vois qui sont ou en avance ou en retard, il est vraiment très large. Ça fout un peu le vertige aussi. Et tu dis que... Surtout, tu t'imagines après, à un moment donné, ils vont avoir des mômes. Ouais. Et ils vont avoir des enfants, et des garçons et des filles. Et donc, d'un côté ou de l'autre, en fait, ils vont
faire rentrer leurs mômes dans leur propre case, en fait. Ouais. C'est ça qui est Mais un peu flippant. Enfin, pour les hommes, pour en venir aux hommes, je me dis quand même que... Après, moi, je viens des familles asiatiques, donc c'est encore des comportements différents, mais tu sens quand même que tu as un progrès de génération en génération. Et que même si tes parents t'inculquent des choses, et des fois, je connais des gens qui sont parents et qui sont des fois limites sur certaines choses, globalement, j'ai quand même l'impression, alors peut-être que c'est une impression, mais que globalement, on avance dans le bon sens, mais que c'est tellement immense que tu manies un paquebot, en fait. Donc le démarrage, il prend 8 km, et le freinage ou chaque tournant, ça prend 8 km aussi. Donc, mais c'est impressionnant de voir l'amplitude du truc en même temps. Donc... je comprends ceux et celles qui sont là depuis des années et qui sont saoulés parce qu'on dit ok, vous nous entendez enfin. Ils ont presque envie de te gifler en disant ouais, tu m'as entendu, mais putain, toutes ces années, je les comprends. Et en même temps, c'est leur victoire. Donc ça, c'est chouette. Et chez dans les hommes, je quelques pense qu'il y a un années, truc. tu seras ce mec-là qui va péter un plomb parce que quelqu'un te dira ah putain, je viens de comprendre ce que tu disais sur MeToo en 2017. Et tu vas devenir fou, tu vas être là, mais on aurait pu avancer tellement vite si tu m'avais écouté dès le début. Ce sera bien. On viendra te patte l'épaule. Ouais. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête des hommes actuellement. Et je pense notamment à les mecs qui ont entre 30 et 50 piges. Donc qui sont vraiment issus de cette génération de frottement structurel monstrueuse dans une identité, dans comment tu t'accomplis, dans comment tu es vu par les générations précédentes comme les générations suivantes. Il y a t'as un vrai découplage qui est en train de se créer. Et encore une fois, je trouve ça pas forcément agréable, mais c'est assez passionnant quoi, à voir. Tu parlais de ton éducation, de comment tu as grandi. Donc, comme tu le dis, tu viens d'une famille asiatique. Et j'aimerais bien savoir comment. Donc, tu as mentionné que tu as une sœur, tu as aussi un frère. Ouais. Tu n'as qu'une sœur et un frère. J'ai une grande sœur, un petit frère issu d'une seconde union de mon père, et 2 frangins. On n'a pas de lien de sang, mais on se considère comme des vrais frères et sœurs. Ok. Et voilà. Et on a eu toutes des éducations un peu différentes du coup. Elle était comment la tienne ? Assez spécial parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. Mon frère en avait donc 4 et ma sœur 10. Et on est resté en garde avec mon père, ce qui était rarissime dans les années 80. Donc le divorce a eu lieu en 87. Et ma mère est partie, mais mon père s'est battu. Enfin, mes parents se sont battus comme des beaux diables. Mais mon père a eu notre garde, ce qui était... je connais très peu de personnes de ma génération c'est très rare. dont le père a eu la garde des enfants et la mère n'a pas eu la garde des enfants. Donc après ça a bougé, ma sœur a rejoint ma mère ou des choses ont bougé. Et donc j'ai grandi avec mon père d'abord. Et ensuite ma sœur est partie assez vite en internat pour sa prépa, etc. Donc on était avec mon père et mon petit frère. Donc on avait une tanière de mecs quoi. C'était une vraie tanière avec un père qui faisait les 3-8 pour essayer de payer la maison et tout le tralala et les avocats et tout. Mais c'était une tanière, mais en même temps on n'avait pas du tout une culture de la virilité comme tu peux l'avoir, on va dire, à l'occidentale ou à la caucasienne. Donc j'ai pas grandi en faisant des bras de fer et en se jetant les uns les autres contre des murs. Donc, mais est-ce que tu as fait la branlette entre potes ? Ah, j'ai écouté ce passage d'Arthur. Passage préféré de ce On est déjà au passage épisode. branlette. Non. Alors, je peux avouer un truc maintenant, c'est que chez mon père, qui était jamais là, j'ai une jeunesse de héros de manga, c'est que j'avais une grande maison et jamais mes parents étaient là, ni mon père ni ma mère, donc c'était l'endroit où tous les potes venaient squatter. On a maté des films de cul en sortant de l'école. Par contre, non, j'ai jamais fait de branlette avec mes potes, mais mes potes l'ont fait sans moi. T'étais pas invité Ils au branlette t'étais pas dans le branlette club, putain, c'est chaud. J'étais pas dans le branlette club. Le jour où tu l'as appris, t'étais un peu vexé ou pas ? Non, parce que j'étais là genre, c'est dégueulasse. Et je pense que mes potes me connaissaient bien. Non, c'est pas son truc à l'âme, il C'est va la dire qu'on est pudeur. crado. Ouais, il y a une certaine pudeur. Mais ouais, après, j'ai aussi donc j'ai une première tanière qui est mon père et mon frère. On a grandi ensemble. Et j'ai une deuxième tanière, c'est qu'on a un groupe d'amis, à grande majorité de mecs, et on se connaît depuis la maternelle. Donc en fait, on est genre entre 20 et 25 personnes, puis toutes les pièces rajoutées, mais on se connaît littéralement depuis la maternelle. Donc il y a une sorte de... Enfin, c'est littéralement des amis d'enfance. Et donc on se connaît très très bien, mais je pense que j'ai très vite été catalogué comme le mec qui était ou un peu plus intello, ou un peu plus raffiné, ou qui était pas invité à ce genre de truc, qui était pas là-dedans. Et Est-ce donc que un tu jour... regrettes un peu ou pas ? Non, pas du tout. Du coup, j'imagine 19 mecs qui se branlent dans une pièce et toi à côté en train de lire un bouquin, tu sais, dans la cuisine. J'étais pas à la soirée, mais ils m'ont dit donc ils faisaient des courses à la branlette. Donc déjà j'étais là genre une course à la branlette. Alors, dans ma tête la vérité c'était de tenir longtemps.
Donc la vérité, c'était le premier à se faire jouir qui gagnait. Donc ça se rapproche un peu de ce qu'Arthur disait dans la première émission. Et il faisait des jeux que je trouvais hautement homosexuels refoulés. Donc il se mettait il balançait le nom de quelqu'un. Ça allait faire rigoler si un jour ils entendent cette émission. il balançait le nom d'un mec et tout le monde les sautait dessus. Il les mettait des doigts dans le cul. Oh. Donc moi je l'ai regardé. C'est un autre niveau. Donc moi je l'ai regardé et je leur Tu peux disais inviter tes potes au podcast. avec plaisir. Je les invitais et je leur disais les mecs, c'est hyper malsain. C'est un autre niveau quand même que se branler ensemble. Hein. C'est entre on attrape un mec, on lui frotte les cheveux et tu sais, en cours de récré on lui tape dans la gueule. Et c'est devenu un running gag depuis. Donc maintenant il y en a qui ont 40 piges et ils continuent à faire cette blague quand même. Et à chaque fois ils sont tous en train de m'imiter en disant on arrête, c'est malsain. Et dès que je suis là, ils m'imitent. Parce que c'est toi qui est le mec un peu anormal de cette bande de mecs qui se mettent des doigts dans le cul depuis 20 ans, c'est génial. L'homme, il est chelou quand même. Ah, ils se connaissent tous bien. Depuis 20 ans. On a fait des vacances à 4 dans la salle de bain. Il y en a qui se brossent les dents, 3 qui prennent leur douche, 1 qui est en train de chier en même temps. Ils ont pas de problème d'intimité, mais ils sont tous très. Ça, c'est quand même autre chose que de se foutre les doigts dans le cul, quoi. Tu vois. Oh, mais pour eux, c'est rigolo. Ok. Mais ils sont tous. Il y a une histoire de consentement. Enfin, je sais pas. Non, justement, il y a une histoire de soumission. Parce que tu te balances le nom d'un mec, et là, le mec essaie de s'échapper, tout le monde lui saute dessus, en fait. Tu vois ? Et est-ce que. Ouais. Est-ce que ça compte comme une agression sexuelle ? Complètement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais du coup, ils sont à la fois tous au courant. Mais c'est un vrai truc de bully, l'air de rien. Ah non, mais ils sont tous au courant, et ils sont tous morts de rire, et je dirais que c'est un des nombreux. Enfin, ils ont un nombre de gestes et de traditions et de blagues ancestrales, mais qui, à mon avis, scellent leur amitié, d'une certaine manière, et leur relation très forte. Et je suis dans une autre dimension là. J'en parle parce que je sais que même aujourd'hui il y en a plein qui sont mariés, ils ont des femmes et tout, et ils en rigolent ouvertement. C'est pas du tout un secret de boys club justement. Ou de confrérie de mâles, genre attention, pour entrer dans le truc on va se la jouer templier, c'est acte sodomite. Non, c'est de la rigolade totale. Et ils sont tous, en plus, ils ont tous un positionnement extrêmement hétéro à l'ancienne, pas de questionnement quoi. Mais en tout cas, j'ai grandi avec ces gars-là. On va laisser 2 minutes. J'arrive, hein, mais... Non, mais j'ai grandi avec ces gars-là pour te donner un positionnement de comment j'ai grandi en tant que mec. Voilà, j'avais une bande de mecs. le raffiné de la bande. Ouais, je suis toujours passé pour le mec qui était un peu raffiné, un peu un télo, qui veut aller à Paris, qui veut regarder ses films en VO, qui est contre le fric. J'ai toujours ce positionnement dans le groupe, quoi. Okay. Genre, j'aime le foot, et donc 30 ans plus tard, il continue à faire la blague à chaque fois. Toi, t'aimes le foot, tu vois. Oui, mais se laisseront jamais de faire cette blague. C'est ça. Là, on a pris nos billets pour aller voir la Coupe du Monde en Russie. Ils m'envoient encore un mail pour dire mais t'as pris tes billets là, t'aimes le foot. C'est génial. Est-ce que t'en as pas marre un peu de te faire bolos à bientôt 40 balais encore comme ça ou... Ils ont une endurance sur l'humour que je trouve absolument incroyable. C'est qu'il y a littéralement des blagues qu'on a depuis qu'on a peut-être entre 5 et 10 ans et qui ressortent avec une joie entière. Mais t'as pas un peu, enfin je sais pas, est-ce que tu kiffes en fait continuer à être dans ce rôle-là ou il y a pas un moment donné où tu as envie de leur dire mais peut-être on peut creuser ensemble une relation peut-être un peu plus sincère, ou pas juste se foutre des doigts dans le cul ou rire de nos doigts dans le cul passés. Leur relation est beaucoup plus forte que ça. Hein. Non mais je caricature un petit peu, mais est-ce que vous parlez aussi de vos prises de tête, de vos émotions, alors. Justement, j'avais un rôle qui était un peu en libéraux avec eux. Donc un libéraux au football, Mimi, parce que tu connaissais pas les footix. Il est en train de te mansplainer le football, c'est génial. Ah bah non, mais là, pour le coup, Non mais je me permets parce que je t'ai pas expliqué le footix et tu m'as dit que tu connaissais pas le footix. Donc n'hésite pas à m'inclure dans dans plusieurs sports, dans le volleyball aussi. Le volleyball aussi, les libéraux. C'est un personnage qui n'a pas un positionnement prédéfini dans l'équipe et qui peut bouger de manière plus libre et avoir plusieurs rôles. Et donc j'ai toujours eu ce rôle un peu dans le groupe. Mais eux, ils sont très complices, ils disent beaucoup de choses. Mais donc récemment, je leur ai dit, il faut qu'on parle sérieusement les mecs. Ils étaient très étonnés. Et finalement, on a beaucoup parlé entre nous, et j'ai senti qu'ils étaient assez troublés de s'être autant confiés. Et tu as 2 choses, c'est ce que tu vas dire et la manière dont tu le dis. Et je pense que mes amis, ils se disent beaucoup de choses, mais qu'il y a énormément d'humour et de vannes et de métaphores, parce que tu peux pas le dire de manière brute ou chirurgicale. Ou juste avec de l'émotion brute, quoi. Bien sûr. De l'émotion pure, quoi. Okay. Sauf quand ils sont bourrés. Okay. Voilà, là, ils pleurent beaucoup, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils s'aiment très fort et tout, ils se disent des choses. Mais globalement, sinon, t'as quand même beaucoup de... T'as
t'as un cérémonial, voilà, Ouais, je comprends. qui fait que t'as ou une forme de pudeur ou des choses comme ça. Donc on essaie de parler d'autres choses, mais je sais que mes amis ont mis du temps à se confier à moi aussi parce que j'étais pas 100% comme eux. Ils faisaient des trucs et ils sentaient que j'ai jugé très fort sur ce qu'ils faisaient, sur certains excès ou sur certaines pratiques, des choses comme ça. Et donc ils les faisaient plus entre eux qu'avec moi, par exemple. Donc voilà. Et là, depuis quelques T'as temps, jamais je parle fait partie plus. du club des doigts dans le cul, par exemple? Ah non, Mm. non. T'as échappé à ça. Et je sais qu'une ou deux fois, là, ces dernières années, je l'ai fait. J'ai claqué une bonne olive à un pote sorti de nulle part, tu vois, histoire de dire je change aussi, on peut en rigoler. Et à chaque fois, les mecs, ils étaient bouche bée, quoi. Genre, toi, là, tu fais ça. C'était drôle. Est-ce que tu t'es dit que t'avais raté 20 ans de rigolance en le faisant pas avant? Non. Est-ce que tu Aucun n'as pas la regret. sensation que ta vie n'est pas complète parce que t'as pas pu te branler avec tes potes? Pas du tout. Ok. On a une grande question là-dessus, c'est si tu faisais un plan à 3 avec 2 mecs et une fille, tu préfères que ce soit un pote ou un mec que tu connais pas? Donc moi, ma réaction, c'est je préfère que ce soit un mec que je connaisse pas. Si je vois un pote, je me déconcentre immédiatement. Et évidemment, c'est je préfère que ce soit avec un pote. Ils ont pas l'air super hétéro, tes potes, quand même. Si vous écoutez Ils ce ont podcast, l'air hétéro, Écoute, ils flexibles. parlent tout le temps de nana, de leur envie, ou de leur femme ou de leur copine et machin. Et je sais pas. ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas forcément questionné leur homosexualité latente. Non. J'avais vu un post de toi, non, où Ouais. tu avais fait un long post sur justement parce que tu as les cheveux longs, peut-être Ouais. pour. Oui. bon, Tu as d'excellents. est-ce qu'on en parle magnifiques maintenant? cheveux Je ne longs sais pas parce que et lisses, dont je J'ai tu avais suis fait un long cheveux. post qui Ouais. m'avait hyper intrigué en fait à l'époque sur ton blog où tu parlais justement de ton rapport à tes cheveux et en fait ton rapport à cette image, enfin l'image féminine que ça renvoie. Ouais, complètement, ouais. Et que ça t'avait un peu troublé en fait pendant très longtemps, quoi. Moi, je me suis ouvertement et longtemps questionné, pas trop sur mon orientation sexuelle. Je me suis vite rendu compte que j'étais hétéro, tout simplement. J'ai essayé de me taper un mec un jour en boîte. 2-3 fois, j'ai flirté avec un pote qui était bi pour voir, et je me rendais compte que techniquement, c'est pas désagréable. Quelqu'un qui embrasse très bien, c'est quelqu'un qui embrasse très bien, par exemple. Quelqu'un qui sent le cul, c'est quelqu'un qui sent le cul. C'est chouette, mais bah, t'as pas de papillon dans le ventre, tu vois. Moi, rien ne fait vibrer comme une femme qui me plaît. Donc, je me suis vite rendu compte. Mais sur le rapport à la masculinité, à l'androgynie, à l'homosexualité aussi. Donc pour moi, l'homosexualité, c'est pas qu'une orientation sexuelle. Je me suis beaucoup questionné. Pour mes potes, ça ne pouvait être qu'une rigolade. Ils pouvaient pas en parler ouvertement. C'est que justement, toutes ces blagues sur l'anal, la branlette, les plans à 3, etc., c'est toujours vu comme un défi, comme un gag, comme un moment complètement ouf, on était ivre-mort, on en rigole le lendemain, etc. Mais ça, on ne peut pas en parler autour d'une table posée les yeux dans les yeux. C'est pas possible. Donc moi, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Effectivement, j'ai un look et un physique qui est pas spécialement viril. En gros, je suis assez fin, de corpulence. Je suis glabre. J'ai essayé de me laisser pousser la barbe. Bon, voilà. Ouais, t'es asiatique, quoi. Ouais. Et j'ai les cheveux très longs. Donc très vite et pendant très longtemps, j'avais pas du tout cette image du mec. Là où j'avais des potes qui avaient des images vraiment de très mec quoi. Mais je suis content, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert sur beaucoup de choses comme la mode, le look, la beauté ou les soins de soi, l'approche de l'esthétique, l'approche des autres hommes. Mais je sais que je l'ai plus partagé avec d'autres amis que j'ai rencontrés plus tard, qui étaient plus ouverts sur la question qu'avec mes amis d'enfance. Ouais. Tu disais que tu avais grandi avec des critères de virilité qui étaient différents des critères de virilité occidentaux. Ouais. C'est quoi les critères de virilité qui t'ont été inculqués par ta famille, en tout cas par cette partie-là de toi? Pour mon père, la figure de l'homme, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de discussions récentes avec mon père, justement, parce qu'encore une fois, on n'arrête jamais d'apprendre à connaître ses parents. Et donc, je lui parlais notamment d'affection et d'amour qu'il avait pu montrer ou pas assez montrer à nous. Et donc, lui, il me parlait de sa manière, lui, vietnamienne, d'être un homme et d'être un père aussi. Et il me dit, moi, pour vous dire je t'aime, c'est je vous ai fourni un logis, de la nourriture, tous les jours, et je me suis signé pour vos études. C'est ça l'amour. Donc évidemment, ça peut être choquant, parce que moi, je suis quelqu'un que je me considère plus français que vietnamien aujourd'hui. Mais j'ai grandi avec cette forme d'amour et de virilité, par exemple. Jamais une autre. Lui était vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et après, avec les autres hommes et figures paternelles que j'ai pu connaître,
notamment mon premier beau-père qui était français, qui était beaucoup plus viril, mais il était commandant de bord, il avait une voiture de sport, etc. C'est pas quelque chose qui me donnait très envie. Mais mon père, par exemple, il a aucune démonstration physique de sa virilité. Il s'en fout de savoir s'il est grand ou petit, il s'en fout de savoir quel est son look, il s'en fout de savoir s'il séduit ou s'il séduit pas. J'ai pas grandi avec ça en tout cas. Est-ce que toi, tu as des démonstrations physiques de ta virilité ? Est-ce que tu penses qu'il y a dans ton physique ou dans ton look, des trucs qui disent « je suis un mec » ? Ouais, plus qu'avant en fait. Avant justement, comme disait Fabrice, j'avais un rapport à mon look et à moi-même qui était beaucoup plus androgyne. Je mettais beaucoup de saris et de jupes longues par-dessus des pantalons. Je jouais beaucoup avec les genres. J'avais des hauts moulants. J'adorais la culture homosexuelle justement du début des années 2000. Je peux dire qu'au début des années 2000, mettre un t-shirt moulant, c'était pas... et des grands cols en V, ça passait pas pareil. Mais je m'interrogeais vachement sur pourquoi les mecs, on est dans un tel ghetto, par exemple, sur les vêtements. J'ai halluciné de me dire que je pouvais acheter un jean, un Levi's 501, et que j'ai 14 ans ou 52 ans, je pouvais porter un jean Levi's 501 et une paire de baskets blanches et des mocassins, ou que mes amis, ça fait 30 ans qu'ils portent un costard, et qu'on avait très peu de liberté pour s'exprimer, par exemple, pour montrer de la peau, un truc tout bête. Donc souvent, je mettais des trucs moulants, alors que j'étais pas très costaud, ou des cols en V, parce que j'avais envie de changer un peu, en fait, d'exprimer des choses. Bon, je vous épargne toutes les observations des gens autour de moi, ou de mettre des jupes, ou de mettre des trucs très amples, ou des trucs très serrés. Donc j'ai beaucoup joué là-dessus. Il y a 5 ans, j'ai eu un gros problème physique. J'ai eu une maladie d'amour, une vraie. Donc j'ai une rupture qui a été très douloureuse et la personne qui m'a quitté, moi je suis resté avec une hyperthyroïdie, qui est une maladie ou une crise qui touche surtout des femmes et des personnes très sensibles. Et en gros j'ai perdu 7 kilos en un mois. Donc les gens ne voient pas, mais je ne suis pas un mec très gros. Donc 7 kilos, ça, j'ai senti passer. Et quand je suis ressorti de cet enfer, je me suis dit, plus jamais je suis faible physiquement. Donc je faisais beaucoup de sport. Et là, j'en ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc j'ai repris de la masse. Je me sentais plus musclé, plus viril. J'ai changé mon look. J'avais besoin d'avoir des looks qui étaient parfois plus classiques. Donc... aujourd'hui, j'ai un polo Lacoste, donc les gens ne voient pas. J'oscille entre des pièces qui sont très spéciales ou un peu chelou d'un point de vue look et des trucs très, très classiques, très mecs. Mais à une époque, effectivement, c'était pas du tout la chose. Et là, je sais que depuis quelques années, j'ai un besoin de me sentir plus homme au sens esthétique, traditionnel et dans la culture. Donc c'est assez... C'est assez intéressant. C'est assez intéressant je pensais qu'avec le temps, j'allais être de plus en plus open. Et j'ai l'impression d'avoir fait un petit retour en arrière là-dessus et d'avoir un besoin de me sentir plus mec. J'essaie de me faire pousser la barbe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que chez les mecs en général, il y a une période qui est arrivée où on se permet beaucoup plus de choses aujourd'hui. Donc, le jean slim est arrivé. Les chevilles apparentes sont arrivées chez les hommes. Les hommes ont des chevilles fines, incroyables. Les marcelles, les demi-manches, les trucs super amples, les différents cols sont arrivés. On peut faire du sport en legging aujourd'hui en salle de sport parce que homme ou femme, on s'en fout, tu mets un legging, alors qu'avant tu pouvais pas mettre un legging en étant un homme. Donc c'est marrant parce que je trouve que d'un autre côté, tu as une vraie libération des hommes et qu'on a un héritage des métrosexuels d'il y a 10 ans qui est quand même en train de se diffuser et qui est chouette, qui permet à des mecs de plus s'exprimer aussi là-dessus et d'être moins dans les canons et les vieux canons de la virilité. Après, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est à quel point parfois des petits défis aux normes genrées qui peuvent paraître hyper anodins créent des réactions très très violentes. Ça m'avait surpris beaucoup quand il y avait toute l'histoire des filles qui commençaient à montrer leur poil d'aisselle sur Internet. Ouais. On avait vraiment des commentaires haineux sur la page Facebook de Mademoiselle où tu te dis, c'est pas la page Facebook des gens les moins déconstruits et ouverts d'esprit du monde. Et il y avait vraiment une révolte profonde, les gens ça les touchait dans les tripes et il y avait énormément de haine en fait envers le concept même de
j'ai vu une femme avec des poils sur mon feed et il y avait eu pareil quand on avait parlé des combi-shirts pour hommes qui ont fait un petit peu de bruit cet été. C'est des combi-shirts pour hommes, voilà, pastel, de la même couleur que les Bermudas que tous les mecs portaient cet été, mais en combi-shirt. Et il y avait, mais de la part des mecs comme des meufs, une haine viscérale de non, ça va trop loin. Ah ouais, complètement. C'est bientôt on aura des meufs, on n'aura plus des mecs. Arrêtez de vouloir changer nos mecs et tout. Et c'est juste. On a juste cousu le t-shirt sur le Bermuda. Ouais, non, mais c'est fou. Je me rappelle d'une dispute vraiment grave que j'ai eue avec une fille qui est sortie il y a quelques années, parce qu'on a commencé à avoir cette discussion sur les talons pour hommes. Et donc, j'avais vu des hommes, en général des hommes qui bossent dans la mode, donc qui tentent des choses, qui commencent à porter des talons aiguilles. Et ma copine de l'époque, qui se disait vraiment très féministe, qui était vraiment très très engagée, elle a une réaction de rejet immédiate, quoi. Elle dit non mais c'est pas possible. Et donc, étant qui je suis, c'est-à-dire que j'aime bien discuter, des fois un peu trop, des fois peut-être gratuitement, mais j'ai commencé à la questionner là-dessus. Et je lui dis mais pourquoi on pourrait pas porter des talons? Mais c'est la meilleure méthode. Bah oui, mais pourquoi on pourrait pas porter de talons? Alors que même moi aujourd'hui, je me dis je porterais pas de talons, mais je pense plus pour une question de pure ergonomie. Je suis un fan de basket aussi parce que j'adore ce qui est technique, ce qui est confortable, et pour moi les talons c'est bof confortable. Mais dans l'idée, je me suis dit pourquoi on peut pas porter de talons? Et donc ma copine n'a pas d'argument, mais juste des sentiments. Elle dit, comme toi, tu vas dire non, c'est pas bien, ça se fait pas, ça marche pas, tu vois. Un mec il peut pas avoir cette silhouette et tout. Et donc je commence à sortir toutes les victoires des femmes pour porter le costard de Saint-Laurent, pour avoir des pantalons, pour avoir des looks androgynes, etc. Et je commence avec des arguments de basse logique, mais de troll en fait, à lui dire mais vous avez tous les droits, donc soyons féministes, soyons tous égaux, laissez tous les droits aux hommes, tu vois. Les hommes portaient des jupes il y a très longtemps et dans plein de civilisations, pourquoi on n'a pas le droit de porter des jupes? Et des talons aussi d'ailleurs. Hein. Et les talons, pourquoi on pourrait pas avoir nos loups-boutins, etc. Et ça s'est barré en vrille d'une force. Parce qu'en fait, elle était outrée, quoi. Et c'était un peu, je suis d'accord avec toi sur ces histoires de pilosité. Il y avait un truc qui dépassait la logique ou les valeurs. C'était quelque chose qui va chercher au fond de ton éducation et de ta construction. Mec, c'est trop violent, quoi. Tu peux pas. Tu vois, ne serait-ce qu'à un moment, je lui disais, mais même si tu regardes pas, elle me disait, mais juste le bruit, de venir, je marche avec mon mec, j'entends le bruit de talons aiguilles, et c'est les pas de mon mec. Et elle me dit, je peux pas, quoi. Je ne peux pas. Tu vois, mais à cause de quoi? Parce que ça renverrait une image complètement efféminée, complètement efféminée, donc... et un problème de virilité, etc. En fait, je pense qu'il y a plein de façons. Quand on te dit imagine ton mec, tu peux l'imaginer de 1 milliard de façons. Tu peux peut-être même l'imaginer se mettre des doigts dans le cul avec ses potes, mais tu l'imagines jamais en talons parce que c'est pas une situation qui est possible. C'est pas un truc qui arrive. Tu peux peut-être à la limite l'imaginer en jupe s'il aime bien se déguiser ou des trucs comme ça. Bon, je pense que oui, parce que t'es sous l'effet de la gaudriole, c'est comme mes potes, t'es sous l'effet du gag. Et sous l'effet du gag, en fait, tu peux tout faire passer et te lâcher. Tu l'imagines pas aller au travail en jupe. Parce qu'en fait, c'est le moment où Halloween, c'est le moment où tu peux te lâcher. Mais tu peux pas dire, pour la routine, je mets des talons. Je sais pas, je suis un mec, je me sens un peu petit. Je me sens mieux si je fais 10 cm de plus. Je peux avoir des beaux talons. Où est le problème? C'est-à-dire que même si intellectuellement tu es d'accord, Fabrice, je pense que si tu es intellectuellement d'accord, tu peux pas t'imaginer vraiment dire ok, je vais vraiment essayer de mettre des talons pour aller au boulot. En fait, sur l'aspect confortable, sans doute pas, parce que j'ai les chevilles fragiles et je sais que ça partira en couille. Mais par exemple, à la grosse stuff, Élise m'a maquillé des paillettes, en fait, plein les yeux. Et je suis resté avec les paillettes tout le samedi parce que c'était trop galère à démaquiller, donc je l'ai pas fait en fait. Je suis resté tout le week-end avec mes paillettes sur la gueule. C'est pas bon du tout pour ta peau, Fabrice. Et en fait, je m'en battais les couilles et mes filles étaient mortes de rire en fait. Elles étaient t'as des paillettes, mais en fait, à aucun moment elles se sont dit c'est pas bien papa, mais pas des paillettes quoi. Je trouve que c'était cool. Et en fait, je suis allé chercher mes filles à l'école avec les paillettes. Et t'étais plus fabuleuse des papas. Des parents qui m'ont dit dis donc, t'as fait quoi cette nuit? J'étais une soirée extrêmement agitée. Soirée professionnelle, comme tout le monde. C'était même pas faux d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était marrant. Mais c'est vrai que l'aspect talon, enfin pour moi l'aspect talon, il y a plus un aspect aussi d'habitude, tu vois, de venir te dire à un moment donné, tu rentres dans ces chaussures-là. Quand t'as pas l'habitude de marcher avec des talons, c'est une galère impossible, quoi. Non, mais en fait, c'est au-delà de l'ergonomie, parce que de toute façon, que tu sois un homme ou une femme, les talons, c'est pas naturel. Après, je pense qu'une fois que je me rappelle de la rédactrice en chef de GQ qui marchait avec des loups-boutins de 15 tous les jours au boulot, tous les jours,
Et elle avait un corps, en fait, elle a dit, mais je suis 100% habitué à marcher en talons. C'est limite si j'ai pas les tendons qui ont mal si je suis sur des chaussures plates. Mais c'est Donc, normal, je pense que n'importe qui s'habitue au bout d'un tes tendons moment. raccourcissent quand tu passes la majorité de ton temps sur des talons. Complètement. Ça te change vraiment les Il n'y a pieds. pas d'inégalité là-dessus. C'est que n'importe quel corps qui bosse en talons, qui marche en talons toute la journée, va s'y faire. Donc, à quel moment ça devient épidermique, que tu as une sensation de rejet là-dessus. Est-ce que tu penses qu'elle rejetait le concept de mec en talons hypothétique ou de son mec en talons? Les deux. C'était déjà C'était les mecs en talons. Elle dit non, mais à un moment stop, parce que pour elle, ça ne peut être qu'une provocation vers les femmes. En fait, c'était ça son argument. Ça pouvait être que des trolls. Et en deux, si c'est son mec à elle, elle dit il y a un truc qui cloche, quoi. C'est comme si du jour au lendemain, ton mec, t'es fan de sa barbe et il sera. Enfin, il y a un truc qui était vraiment chez elle qui était épidermique, quoi. C'était pas possible. Et on a eu beaucoup de discussions là-dessus sur le maquillage. Moi, j'achète beaucoup de pièces de femmes que je trouve très belles, donc notamment des grands sweatshirts amp, des hauts, des trucs que je porte et que justement je mixe avec des pièces d'hommes très classiques. Mais c'était des discussions qui étaient difficiles à chaque fois parce que il y avait un côté qu'est-ce que tu viens foutre là en fait si tu viens chercher là, c'est que si tu viens chercher là, c'est pas parce que t'en as envie pour toi, c'est que t'en as envie pour prouver quelque chose à un moment, quoi. Mais il y avait vraiment cette discussion qui était dure. Et le maquillage beauté et les talons aiguilles, je pense que ça a été deux grandes crises de discussion. Parce que t'as voulu te maquiller ou parce que juste tu l'as taquiné avec l'idée pour... Je l'ai plus taquiné. Alors aujourd'hui, je commence comme beaucoup de mecs aussi à comprendre un peu des gestes beauté. Alors, depuis un an, je mets de la crème de jour et j'ai acheté un après-shampoing. Wouhou! Mais prendre soin de soi, tu vois, pour un mec, il y a une forme de tabou. Donc tu le vois, les produits de beauté font 20 millions de périphrases et de métaphores pour dire sois bonne, quoi. Tu vois, à un moment, t'as pas envie d'avoir des cernes ou t'as envie d'avoir un moindre t'as envie d'avoir un meilleur teint. Ça peut pas s'appeler geste de beauté ou fond de teint, etc. C'est tonus, hydratation bonne santé, protéinée. Bah oui, protection. Est-ce que tu achètes des produits pour hommes qui sentent bon le musc ou est-ce que tu pioches un peu partout? Mon premier produit de beauté, c'est un produit de beauté pour homme. C'est un pote qui m'a offert pour mes 18 ans, je me rappelle, c'était un tour chez Nickel, qui était à l'époque une marque de produits de beauté pour hommes, mais aussi un salon de beauté et de massage. Mais c'était les tubes, c'était aluminium et bleu roi, avec des trucs lendemain de soirée. Enfin, tu vois, encore une fois, c'était de la périphrase. Et puis, donc c'était le premier truc que j'ai eu. Et après, non, j'utilisais rien. Et aujourd'hui, là, j'étais m'acheter un stick à lèvres. J'ai pas demandé un stick à lèvres pour homme, quoi. J'ai dit, je veux le baume qui hydrate le plus les lèvres. Je m'en foutais de savoir. Genre ta crème de jour et ton shampoing et tout ça, parce qu'il y a des shampoings pour hommes qui généralement font shampoing, gel douche, crème pour les pieds et tout. Ah, ça pue la mort. Ça pue de ouf. C'est les fameux Adidas 4 en 1 là. Ah là, quand je vais à la natation avec des potes et qui prennent leur douche, ça daube les sanitaires. C'est horrible. Tu peux te laver le prépuce, les cheveux, l'intérieur des oreilles, parce que ça fait absolument tout. Ça daube la mort. Ça fait rien bien en plus. Hein. C'est pas, oh là là, pas un bon shampoing. Tu ressors, tu te sens tellement mal. Non, j'achète des shampoings toujours avec des femmes avec des grands cheveux soyeux. Il y a marqué Silky smooth. Nourri. Non, j'ai acheté un truc Botanix. Parce qu'il y avait marqué genre sans silicone, bio, machin. Donc voilà, j'ai acheté ce truc-là. C'est bien, le marketing, ça marche sur tout le monde. Ouais, complètement. Mais je m'en fous de savoir quand je vais dans une parapharmacie si je vais acheter un. Enfin bon, là. Mais t'as dépassé ce truc-là. Je m'en fous. Depuis un petit moment. Quoi. Bon, la crème de jour, c'est surtout que j'ai acheté trop de lait hydratant après soleil cet été, donc j'ai une sorte de peau, c'est un jerrycan. Donc j'utilise comme crème de jour, mais ça va pas plus grand. Si t'as pas besoin de crème de jour, t'es asiatique aussi, tu vieillis pas, quoi. Et ben ouais, mais du coup, depuis que je mets de la crème de jour, je me dis, en fait, ça fait pas mal de bien en fait de s'hydrater un peu la gueule. C'est très bien l'hydratation. Je suis d'accord. Parce qu'avant, je me réveillais, tu vois, avec des pans entiers de peau fissurés. Je me dis, oh, c'est normal, tu vois, il fait un peu froid. Alors, si vous avez ça, achetez une crème de jour. Si votre visage tombe le matin, achetez de l'hydratation. C'est très important. Mais c'est un truc de bonne femme, quoi, tu vois. Quand t'es un bonhomme, tu mets pas de la crème sur la gueule. Au moins, genre, il y avait un peu de ça. Bien sûr, il y a un peu de ça. Genre, prendre soin de moi, j'avais une sorte d'image d'Épinal de. Je sais plus quelle pub où t'as une femme qui a la jambe en point sur sa baignoire et qui passe une crème sur les tibias, un truc. Tu vois, pour moi, c'est ça, geste beauté. Et donc, c'était pas. J'avais rien contre, encore une fois. Il y a pas de souci. Mais en même temps, je tiltais pas du tout, quoi. Tu vois, c'était genre, oui, c'est très bien, mais ouais, c'est pas pour moi. Je suis pas contre si un jour je le fais, mais. Voilà quoi. Le geste beauté, c'est pareil, c'est un truc qui est pas du tout dans notre domaine. Enfin, on n'a pas été éduqué comme ça, c'est sûr. Et il faut lancer une chaîne YouTube. Ouais. Il doit y avoir des YouTube. Enfin, le problème, c'est que la plupart des YouTubeurs beauté que je vois, ils font toujours des trucs très spectaculaires. Ouais, c'est ça. Vraiment des trucs genre transformation totale de visage. Il y en a quelques-uns maintenant qui font des trucs
discrets, de tous les jours, qui font juste le teint. Ouais. Et moi j'aime bien, j'avais fait un papier sur le maquillage pour hommes, donc j'avais beaucoup cherché. Et j'étais tombée sur plein de vidéos de comment faire le teint sans niquer ta barbe, sans que ça fasse chelou avec ta barbe, parce qu'en fait, bah oui. si tu regardes des youtubeuses, a priori, elles ne vont pas aborder le sujet. J'avais trouvé ça passionnant. Donc je t'enverrai des... Vrai problème d'homme moderne. Peut-être tu peux te raser la barbe aussi. Oui, mais si tu veux les deux, tu vois, si tu veux avoir le teint frais et ta barbe. Ou ne pas en avoir. Ne pas pouvoir en avoir. Ne pas en avoir, effectivement. Je me suis rendu compte, en tout cas dans ma construction de mec, qu'il y avait quand même plein de territoires qui m'étaient interdits. Enfin, c'était étrange à dire, mais donc notamment sur le look, parce que j'ai toujours été très branché mode. Je me suis rendu compte que de beaucoup de choses, enfin, il y avait un vrai ghetto qui existait aussi. Moi, je sais, effectivement, dès que j'attaque ce genre de discussion, ou qu'on me dit où t'as acheté ton sweatshirt, je fais c'est une marque de meuf que j'adore. Il y a un vrai malaise qui s'installe. Bon, c'est pas un malaise qui est grave, mais en fait, tout de suite, la discussion est dans une impasse. Tu sens que les personnes ne veulent pas continuer Elle s'imagine, la discussion. Si la personne qui demande c'est un mec, d'un coup, il s'imagine pas l'acheter, quoi. Déjà, il s'imagine pas l'acheter, et tout d'un coup, quand tu parles de quelque chose qui sort, et ça sort même pas, mais qui est un peu sur le côté de la route et des rails de construction, t'as ce malaise qui dit, ok, c'est le caprice d'une personne. Donc en fait, ça ne peut être lié qu'à une personne sur une pièce de mode ou sur un truc très spécifique, mais c'est un truc qui est ponctuel et qui ne raconte rien en fait. Tu vois, c'est un truc qui ne mérite pas de discussion parce que... parce que si on en parlait, on serait obligé de remettre en cause peut-être des certitudes sur le fait qu'un homme peut aller acheter des vêtements de meuf et les porter. T'as une vraie fainéantise psychologique qui se met en marche. Tout comme moi, il y a une fainéantise psychologique qui se mettait en marche sur certaines causes féministes. Donc... je dis qu'il y a un malaise au sens où c'est pas forcément une dispute violente comme j'ai pu avoir avec ma copine de l'époque sur les talons aiguilles, mais t'as une impasse immédiate, quoi. Un truc qui se ferme immédiatement et cool le sweatshirt, et tu passes à autre chose, quoi. Et tu serais surtout obligé de te remettre en cause l'intégralité de ton éducation. Et donc on commence et puis après on finit avec des mecs en talons aiguilles. Attends, voilà. Ça va Fabrice? Et de finir par prendre la pilule rouge qui te fait fucked up total. J'ai envie de retourner dans la matrice. C'est pas possible, c'était beaucoup mieux. Mettre des doigts dans le cul à mes potes. Non mais des fois c'est drôle, des fois tu pousses un peu la discussion quand même. Là je sais que j'avais acheté des fringues chez Ivy Park, donc la marque de Beyoncé, qui a 2-3 trucs vraiment sur la première saison qui étaient vraiment top. C'était des grandes vestes noires et c'était des trucs même qui copiaient le look un peu football américain mode, mais donc tu vois un truc complètement unisexe, quoi. Noir sur noir avec un tissu un peu nidabé, un truc un peu innovant, stylé, quoi. Mais vraiment 100% unisexe. Tout le monde, fille comme garçon, ça en disant putain la veste elle est mortelle, elle est géniale. Tu dis j'adore et tout, ça coûte cher. Tu fais non c'est Ivy Park, c'est la marque de Beyoncé, c'est pas si cher. Et là immédiatement, bon sur le t-shirt il y avait marqué Ivy Park en noir sur noir, mais sur la veste il n'y avait rien marqué. Immédiatement, c'est la marque de Beyoncé, mais c'est des trucs pour femmes. Je fais c'est une veste de femme en fait. Ok. Et d'un coup, tu vois le regard qui part en biais. En disant, c'est un peu étrange, mais bon, c'est l'âme. Je suis gênée. C'est l'âme, il est comme ça. Non, mais effectivement, il y a aussi le côté c'est l'âme. Tout comme c'est l'âme, donc c'est malsain, donc tout de suite, on fait pas de blague graveleuse parce que c'est l'âme. Chez mes potes, j'ai un point c'est l'âme, c'est quand il y a des fringues un peu chelous. Oui, bon, c'est l'âme, quoi. Bon, voilà. C'est une manière d'évacuer le truc un peu, tu vois. Oui, c'est juste toi. Jamais il te demande pourquoi t'aimes ça. T'es jamais rentré dans cette discussion-là, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est pas que juste c'est l'âme, c'est pourquoi c'est l'âme. En fait, à chaque fois qu'on a eu ces discussions et que je leur disais, mais je suis frustré que nous, les mecs, regarde-moi ce sweatshirt, il est incroyable, il est trop beau. Alors, tu vois, le sweatshirt, c'est un truc extra large et tout, sans forme, c'est pas du tout, tu vois, ça fait très unisexe. Mais il est coupé mi-manche, il est pas crop top, mais il est plus large que haut. Enfin, tu vois, il donne une silhouette un peu étrange, mais il est pas femme au sens. Il n'est pas décolleté rose avec des strass, quoi. Exactement, il n'est pas dans la caricature de la femme pour un homme. Mais dès que tu commences à rentrer dedans, c'est exactement comme quand tu revendiques quelque chose de manière beaucoup plus light, mais c'est la même mécanique, c'est que ça fait un peu chier, quoi. Tu vas pas commencer à essayer de nous parler de pourquoi on changerait pas nos habitudes de fringues et pourquoi on n'irait pas voir du côté des femmes, etc. Donc t'es un peu là-dedans, quoi. Donc je sais que quand je discute de ça, à part avec des gens qui sont passionnés de mode, et là c'est cool, c'est la discussion qui va un peu faire chier tout le monde, quoi. Ouais. Tu vois, globalement c'est genre bon, c'est les caprices de l'âme. Rendez-vous dans 40 ans peut-être. J'espère. J'espère aussi. Tu vois, il y a le boyfriend jean. Voilà, c'est cool, c'est hyper sexy. Ou la fameuse femme nue dans la grande chemise de son mec. Bon, l'inverse n'est pas encore... Tu vois, on en rigole parce que aussi tu t'imagines genre, putain, un mec m'a piqué mon tanga ou il m'a piqué une nuisette, ça passe pas du tout, quoi, tu vois. C'est pas sexy comme Nathalie Portman dans une chemise d'homme XXL. Exactement. Et pourtant, tu vois, je te pose la question, pourquoi ?
Parce que les normes genrées, parce que la société, ouais. putain. Est-ce qu'Arthur a déjà porté ta nuisette, par exemple? J'ai pas de nuisette, Fabrice. Je dors en pyjama Hello Kitty. Ah, Et Arthur, je lui prête quand il n'a plus son caleçon de pyjama car il est au sol. Mais Voilà. t'imagines donc Nathalie Portman dans la chemise d'Ashton Kutcher trop grande. Bon, voilà, moi je suis à 300%. T'imagines Tom Hardy dans la nuisette de quelqu'un d'autre qui sort au naturel. Tout le monde rigole. Oui. Tout le monde rigole. Et si tu vas au fond du problème, tu te dis mais pourquoi je rigole? Tu sais que tu ne devrais pas rigoler, mais en fait tu ne peux pas t'empêcher, quoi. Oui, on peut même pas dire c'est parce que Ça ne peut être qu'un gag. il est autant dénudé que s'il était en t-shirt caleçon. Complètement. Truc très Et mec. puis c'est sexy de dire il kiffe sa meuf, donc il a un peu piqué ses fringues. Mais tu peux pas faire le truc miroir, quoi. C'est impossible. Même moi qui suis le premier des trois, encore une fois, et qui me dispute sur les talons aigus, etc. Même moi, je sais que à l'intérieur, je suis pas encore. J'ai pas l'éducation qui me permet d'accepter ça, quoi. Je peux pas me dire que Tom Hardy en nuisette, c'est méga hot. Ça viendra. Dans 40 ans, Tom Hardy en nuisette dans The Boys Club pour parler de ses chiens. On relance sur Tom Hardy s'il nous écoute. Voilà. Je voulais savoir comment ça se passait dans ton boulot parce que du coup, tu bosses dans le domaine du gaming, Ouais. qui est un domaine traditionnellement plutôt masculin. Complètement. Comment t'as trouvé ta place là-dedans et quel genre de personnes tu fréquentes et est-ce qu'il y a des meufs et si oui, comment ça se passe pour elles et tout ça? Grande question. J'ai commencé dans la presse écrite classique et dans la presse généraliste, donc qui était quand même beaucoup plus mixte. Après, effectivement, quand tu bosses dans les nouvelles technologies, le jeu vidéo, la photo, etc., c'est vraiment... C'est des tanières de mecs, quoi. C'est clair et net. Et donc, bon, j'ai eu plusieurs périodes. Je vais juste me concentrer sur Webedia parce que c'est là où je travaille actuellement. Il y a évidemment très peu de filles. L'ambiance est quand même assez jeune, assez ouverte. Donc, c'est cool. Mais je sais que, notamment, j'ai une ex-collègue à moi, qui s'appelle Mélodie, qui est une fille très sexy, quoi. C'est une grande brune, elle est très, 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 très jolie, elle s'habille très sexy, etc. Elle traîne dans le milieu du gaming depuis des années. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un vrai garçon manqué dans ses manières, quoi. Et qu'on en est très vite arrivé à s'appeler papa et maman, sauf que c'est moi qui l'appelle papa et elle, c'est elle qui m'appelle maman, quoi. Parce qu'elle est plus virile que moi. Et aussi parce je pense qu'elle a développé une forme de cuir dur. Déjà, tu passes sur un stream. Bon, T'es obligé. T'es une meuf, t'es pas sur un stream, c'est compliqué. Tu joues aux jeux vidéo, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, tu rentres dans un stade, donc tu peux pas contrôler la parole de tous. Et même si t'as une majorité silencieuse qui te regarde et c'est cool, t'as toujours des mecs qui vont ou te siffler ou parler que de ton physique. Donc je pense qu'elle a développé ce genre de cuir. Et après, dans le milieu du gaming, c'était un milieu... Moi, j'ai jamais vu, honnêtement, trop de sexisme au sens actif. Donc, j'ai jamais vu d'agression, par exemple, ou de mauvais comportements. Mais c'est un milieu où, moi, pendant des années, j'étais journaliste, j'étais qu'avec des mecs et tous les attachés de presse, c'était que des femmes. Il y avait très peu d'attachés de presse hommes. Il y en avait quelques-uns et il y en a de plus en plus. Mais globalement, les RP, c'était que des femmes. Et les journalistes, c'était que des mecs de 20-30 piges en baggy. Donc voilà, milieu de la photo, la même, sauf que les mecs ont 40 ans. Et sinon, c'est à peu près la même répartition. Et nouvelle technologie, un peu plus open. Mais globalement, est-ce que les femmes sont cantonnées aux nouvelles technologies, genre le nouveau fer à boucler de ouf, le nouveau... Okay. Non, elles sont pas cantonnées. Je pense à Marie-Catherine Beuss, qui est maintenant chez Business Insider, qui était au Figaro avant, ou à Chloé Wattier. Ce sont des femmes qui sont compétentes, qui écrivent bien, qui sont chouettes. Elles sont en minorité, mais elles sont pas du tout reléguées à raconter la maison connectée, quoi. C'est-à-dire que je peux parler téléphone ou jeux vidéo avec elles et on a une discussion d'égal à égal et pas de souci. C'est juste qu'en nombre, elles sont beaucoup moins nombreuses. Et enfin, le dernier truc dans lequel je suis beaucoup, c'est l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo. C'est un sujet qui est aussi assez complexe parce que donc c'est un truc qui est en train de devenir énorme et que surtout il y a un fantasme gigantesque derrière, c'est qu'on se dit c'est peut-être le premier sport massif et global où les hommes et les femmes peuvent concourir sans aucune discrimination. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, tu as absolument les mêmes qualités physiques et psychologiques requises, enfin les mêmes qualités que les deux peuvent développer, qui sont réflexe, précision, coordination main-œil, endurance mentale, etc., etc. Pas beaucoup de meufs, hein. Non, c'est dur pour elle d'exister, c'est dur pour elle de rester, et puis surtout, il y a un phénomène de quantité. C'est qu'à un moment, quand tu cherches un grand champion, sur un panel de 1000 personnes, si 999 sont des hommes, eh ben, tu as une chance sur 1000, ça t'as 999 chances sur 1000 que ce soit un homme qui soit un grand champion.
C'est comme si tu me disais, mais je comprends pas, il n'y a pas assez de rouquins barbus qui sont champions du monde. Oui, mais bon, si tu regardes le nombre de joueurs, des rouquins barbus, t'en as 1 sur 1000. Bah là, c'est pareil pour les femmes. C'est qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il y a plus de femmes joueuses que d'hommes si tu prends tous les jeux vidéo. Si tu prends les jeux vidéo plus traditionnels, hardcore gaming, tu as plus d'hommes que de femmes. Et si tu vas tout en haut de la pyramide, de la niche de hardcore gaming dans la pratique du jeu vidéo qui est l'e-sport, tu as très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Mais je pense encore une fois qu'on va dans le sens de l'histoire et que de plus en plus de femmes arrivent. Il faudrait faire quoi, tu penses ? Il faudrait faire des équipes de meufs, c'est ça ? Un peu de discrimination positive On espère surtout des équipes mixtes. Ouais. Donc, on espère des équipes mixtes. On espère qu'il y a surtout il y a un changement de mentalité qui doit apparaître. C'est que les premières filles qui arrivaient étaient ou ultra garçons manqués ou ultra princesses avec des dramas à droite à gauche parce que c'est tout ce qu'elles attiraient. Donc, c'était très dur. Mais aujourd'hui, tu vois, les premières championnes, ça va faire 15 ans qu'elles existent. Elles sont toujours dans le milieu, elles sont commentatrices, analystes ou toujours joueuses, etc. Elles en ont inspiré d'autres. Tu commences à avoir 1, 2, 3 cas de filles qui concourent avec des hommes. Donc elles sont très rares, mais ça arrive. Il commence à y avoir quand même aussi de plus en plus de joueurs qui arrêtent de prendre ça à la rigolade. Donc c'est toujours pas facile. Mais tout le monde est en train de se dire, il faut que ça arrive. Mais sauf que, encore une fois, l'e-sport, il est au bout de la chaîne d'Internet, du sport et du jeu vidéo. Ouais, c'est clair. T'imagines tout ce qui est réglé dans le milieu du sport, t'imagines tout ce qui est réglé sur Internet, et t'imagines tout ce qui est réglé sur le milieu du jeu vidéo. Mais symboliquement, ça reste une scène où des hommes peuvent se battre les uns contre les autres ou ensemble. Et donc là, il y a une équipe, notamment il y avait une équipe mixte de Dota qui s'est créée de très haut niveau, il y avait une équipe coréenne de Overwatch qui s'est créée de très très haut niveau, tu as des joueuses de Hearthstone de très très haut niveau. Petit à petit. Et alors effectivement, tu es sur un public qui est encore en train de chercher sur sa virilité, qui a un certain âge, etc. Donc là, on revient aux fondamentaux de la société et à réinterroger l'éducation des petits garçons, des petites filles, etc. Ouais, etc. Et puis comme tu dis, Myriam, effectivement, moi dans le milieu où je bosse, tous ces milieux-là, c'est des milieux où il y a énormément de mecs. Où ce sont des médias qui sont majoritairement créés par des hommes avec des critères pour des hommes. Donc c'est un truc ce sont des vrais bastions de virilité quand même. Tu vois, aujourd'hui, tu joues à un jeu vidéo, oui, tu peux toujours sortir 3-4 jeux indés comme caution pour dire « Ah, mais regardez, il y a Edith Finch, il y a Monument Valley, c'est super. » Mais globalement, t'es quand même dans des mecs baraqués avec des gros guns et dans un fantasme d'action absolue à 80% du temps. Donc moi j'ai grandi professionnellement, je suis dans un milieu qui est un milieu hyper masculin et hyper viril aussi. Enfin, c'est dur de dire viril. Est-ce que c'est une description ou est-ce que c'est un adjectif ? Est-ce que c'est un jugement moral ? Ça dépend de ce que tu mets derrière, en fait, mais un milieu viril, pour moi, c'est un milieu où... je l'entends comme un milieu où les hommes sont d'une certaine manière, ils sont un certain type d'homme et où c'est encouragé de l'être. Où tu gagnes à être un homme et à être le bon type d'homme, on va dire. Ouais, alors on est complètement dedans. On est vraiment dans l'affirmation de plein de valeurs ou de checkbox de la masculinité tradie, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi perso, je joue que des femmes dans mes persos, c'est cool. Et puis je pense que pour reboucler à comment on pourrait faire changer le monde de l'e-sport, je pense que ça rejoint ce que tu disais au tout début sur la majorité silencieuse. C'est aussi, je sais qu'il y a beaucoup de cas de meufs qui se mettent à des gros jeux en ligne et qui en fait n'utilisent jamais de micro ou ne peuvent jamais être sur le chat parce que elles vont se faire déglinguer si on entend leur voix, donc elles se font passer en fait pour des mecs. Et sur 1000 connards qui t'insultent et 100 000 qui se taisent et qui disent rien, peut-être que si les 100 000 disaient hey, les mecs vous êtes casse-couilles, au bout d'un moment les 1000 qui t'insultent arrêteraient. Donc c'est aussi là où on peut agir ensemble pour un monde meilleur. Ouais, complètement. Et du coup, moi, j'ai décidé d'agir en distillant régulièrement dans mes streams des petites choses dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est cool. Un peu d'entrisme. Comment ? Un peu d'entrisme pour le féminisme. Ouais, complètement. Après, c'est marrant, on a des publics différents suivant les streamers et les cases. Mais on a un public, je trouve, qui est assez open et sur mes streams et qui taquine, mais en fait, qui taquine sur tout. Et donc évidemment, la question du féminisme et des SJW, c'est tellement une mine absolue à blague que de toute façon, ils vont tout lier là-dessus. Les SJW sont l'acronyme de Social Justice Warrior, qui est un terme parfois dérogatoire et parfois revendiqué, qui désigne des personnes militantes pour la justice sociale, donc le féminisme, l'antiracisme, l'anti-LGBT-phobie et tout ça. Excellente définition, Mimi. Merci. Mais moi, j'aime bien ce terme.
Parce que justement, le côté warrior, bah, tu vois, je me dis, putain, c'est cool, quoi. C'est très mec. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est qu'une insulte. En fait, il y a plein de militants et de militantes qui se revendiquent social justice warrior parce qu'en soi, c'est pas insultant. C'est pas comme féminazi où t'as nazi dedans, quoi. Ouais. Oui, je me bats pour la justice sociale. Ouais, c'est vrai. J'aime bien aussi quand tu retournes un truc. Si ça a été créé de manière péjorative, je trouve ça drôle que, imaginons, des gens s'en emparent en fait et le volent à leur créateur, quoi. Dire le nom il est impec, les gars, j'adopte. Merci pour le marketing, merci pour le branding. Je trouve ça drôle, je trouve ça très drôle. On n'a pas beaucoup parlé de Tub. Vas-y, Comment va ta Tub? Parlons de Tub. Tub, j'ai promis la Tub, je ne peux pas ne pas faire la Tub, dis donc j'ai failli oublier. Un peu parler de la Tub, il s'est fait exclure par ses potes. On a parlé de la Tub à ses potes et du cul à ses potes. Ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup parlé de ta Tub. J'ai hâte qu'ils écoutent cette émission, ils vont me détester. Venez faire un podcast, les mecs, venez à 18, on fera un podcast à 18. Ouais, ce sera intéressant. Comment va ton rapport avec ton zizi? Mon rapport avec mon zizi, pareil, il change. Par exemple, alors là, par contre, je pense que j'étais assez victime là-dessus, sur cette partie de ma virilité, sur les fameuses blagues sur les Asiatiques. Pas trop quand j'étais jeune, en fait. Je me suis jamais posé la question. Et je me rappelle que j'ai été choqué à la fac, où une camarade de promo, je pense en essayant très maladroitement de me draguer, m'a dit « J'arrive pas à t'imaginer avec une petite bite ». Genre, tu vois, t'es plutôt grand pour un Asiate, t'es plutôt sportif, mais t'es un Asiate. Donc je l'ai regardé, elle a immédiatement réalisé. Donc elle a fait spalmer avec les 2 mains, les 2 pieds, tout ce qu'elle pouvait faire spalmer. Mais tu vois, ça relevait d'un truc. Et en fait, j'ai reçu régulièrement ce genre de compliments vacheries. Genre, tu couches avec une fille 1 fois, 2 fois, et puis elle te dit bah, finalement ça va, c'est cool, quoi, tu vois. Mais à côté, genre, j'avais des a priori. Donc, oui, ça veut dire qu'elle est quand même... Elle s'est foutue au lit avec toi, avec quelque part dans sa tête l'idée que peut-être ça va être décevant, quoi. C'est même pas que ce soit petit, parce que c'est le mythe des Asiatiques en petite bite. C'était le mythe de... je pense qu'il y a un mythe plus général sur les Asiatiques qui ne sont pas du tout liés à la virilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles de fantasmes, tu demandes à des filles hétérosexuelles quel est leur fantasme, tu vas voir le nombre de filles qui te sortent un Asiatique. T'en as tellement peu. Déjà, t'as tellement peu d'Asiatiques dans le paysage culturel et médiatique, donc déjà. Et 2, dans le paysage fantasmagorique, je sais pas. Oui, on les met pas en avant dans la pop culture comme on met les hommes blancs en avant. Tom Hardy, par exemple. Tom Hardy, par exemple. Exactement. Tu vois, si on te dit ah bah super, Jet Li et Jackie Chan ils font des trucs d'action, super, mais ils n'ont aucun sex appeal. C'est-à-dire que jamais tu diras Jet Li un sex appeal de ouf, t'as vu le mec il bouge trop bien et machin. Par contre tu peux dire Jean-Claude Van Damme ou je sais pas Stallone ou d'autres manières, il était un peu sexy, tu vois. Et ça j'en ai beaucoup souffert. Donc sur ma virilité et sur ma bite. C'est qu'à un moment au début de ma vie sexuelle, je me suis dit putain c'est cool, je suis un bon coup. C'est-à-dire qu'en fait j'arrive à faire l'amour, j'arrive à tenir assez, je jouis, elle jouit, on s'amuse, etc. Mais très vite je me suis dit putain il faut que je fasse un peu mes preuves quand la meuf va me voir à poil la première fois, quoi. Tu vois, il faut que je me dise du coup elle a une bite normale, c'est cool. Je pense que j'ai une bite normale, tu vois, en termes de je sais pas de taille ou de fonctionnement. Mais il y a une partie de ma vie où ça m'a crispé un peu sexuellement, où il y avait une sorte de racisme inconscient, latent, complètement, contre ta teub. qui était c'est cool pour un Asiate, où ça marche bien, où c'est plutôt de bonne taille, tu vois, c'est cool. Et toujours dit sur un ton qui était censé être positif, et ça m'a fait chier. Est-ce qu'à l'inverse, tu as déjà été fétichisé? Je sais que ça arrive notamment aux hommes noirs. C'est le cliché des meufs qui sortent qu'avec des noirs et du coup, tu as l'impression qu'elles les voient comme des hommes noirs avant de les voir comme des personnes. Est-ce que tu es déjà tombé sur une meuf qui adore les Asiates La fille avec qui je suis sorti, ma dernière copine avec qui on est resté très longtemps, elle aimait beaucoup les Asiatiques avec des cheveux longs. Et donc elle était très contente. Et elle aimait bien les mecs qui font du sport et qui sont asiatiques, qui font des cheveux longs. Donc. Et de ce côté-là, elle était très contente. Mais elle ne sortait pas qu'avec des Asiatiques. Mais ça faisait... Oui, il y a une différence entre avoir des préférences et avoir un type de mec et fétichiser quelqu'un. J'ai découvert qu'il y avait un site de rencontre. Après, tu as des sites de rencontre pour absolument tout. Hein. Je veux dire, voilà. C'est 2017, quoi. Ouais. Et donc là, tu as un site de rencontre qui s'appelle My Asian. Et je crois je me suis inscrit, je me suis cassé immédiatement parce que je me suis senti
hyper dévalorisé de devoir aller là-dessus. Et une administratrice du site m'a dit j'ai vu que tu t'étais inscrit, écoute, c'est con parce que c'est plutôt sympa et tout. Mais je me suis senti vexé d'aller là-dessus. Mais par exemple, là, je suis sur Tinder. Je me suis inscrit sur Tinder il y a 4 mois. J'ai matché 2 fois. Et je dis pas que je me cherche des excuses, mais du coup, on m'a envoyé plein d'articles pour m'expliquer que, la drague, notamment sur Tinder, c'est très racisé. Donc, si t'es rebeu, communautaire, en fait, t'as beaucoup de chances de surtout matcher avec des rebeux, si t'es blanc, etc. Et j'ai lu aussi 2 articles assez intéressants sur le fait que donc, les hommes asiatiques sont pas du tout liés à la séduction, au fantasme, à la virilité, et que du coup, de toutes les races représentées sur les sites de rencontres, c'est ceux qui marchent le moins. Ce qui n'est pas le cas avec les femmes, qui ont de grosses côtes, mais les hommes ont une très très mauvaise côte. Et donc, je dis pas que oh là là, je suis victime et c'est pas de ma faute, mais j'ai un ou 2 potes asiatiques qui sont aussi sur Tinder et qui ont abandonné en fait, parce qu'ils matchaient pas du tout, sauf avec des femmes asiatiques. Alors, on a un article sur Mademoiselle pour expliquer comment faire pour bien remplir ton profil. Si tu veux, on te l'enverra. Attends, mais j'étais coaché par les meilleurs. Ah, ok, d'accord. J'étais coaché par Chloé Blondel et j'ai été coaché par des vétérans de la scène, des gens qui ont tout vu. Qui en m'ont plus, fait, on peut pas dire que t'as pas des bonnes photos, parce que c'est quand même ton métier à la base. Bah ouais. Je pense pas que t'as une description. T'es un beau jeune nulle. homme, quoi, tu vois. Non, mais ça peut jouer. En vrai, dans les stades d'OkCupid qu'ils ont sortis il y a quelques années, les personnes les moins séduisantes, en tout cas pour la communauté, c'est les hommes asiatiques, et après, c'est les femmes noires. Ouais. C'est les personnes qui ont le moins de matchs et qui se prennent le plus devant et qui ont juste leur profil est le moins liké. Ouais. Et du coup déjà sur Tinder, moi je suis pas du tout dragueur, donc c'est un truc qui me paralyse assez. D'ailleurs, c'est un de mes complexes de vérité par rapport à des potes, de me dire putain, je sais pas draguer. Donc aller sur Tinder, ça a été une douleur d'aller sur Tinder déjà pour dire va draguer des filles que tu connais pas, va vers elle, etc. Attends pas que tu la connaisses depuis 2 mois pour être sûr que nana. Donc c'était une douleur, et le fait de me prendre vent sur vent, c'est-à-dire de jamais matcher en fait, ça a été extrêmement vexant. Et après, que je me suis mis sur MyAsian et je me suis dit, j'ai touché le fond de ma séduction de la vérité, quoi. Tu vois, j'avais l'impression de, tu vois, c'est comme quand j'ai un pote rebeu qui me dit à chaque fois je me fais jeter en boîte, à la fin je vais dans un bar à chicha parce que je suis rebeu et que je peux entendre dans le bar à chicha, et en même temps je suis énervé parce que je suis rebeu, le mec il est cadre, etc. et il se fait jeter toutes les boîtes parce qu'il est rebeu et il rentre sans copine, et il dit je rentre dans un bar à chicha, je suis content, mais en même temps je me sens tellement blessé et énervé. Et là c'était un peu pareil, quoi. Me retrouver sur un site de rencontre pour des nanas qui aiment des asiatiques ou des mecs qui aiment des femmes asiatiques, je me suis dit j'en suis allé dans un ghetto de niche pour Est-ce que tu veux passer une petite annonce sur Mademoiselle parce qu'elle est lectrice? Eh ben, je suis célibataire. Je connais personnellement quelques personnes qui peut-être seraient intéressées. Je leur dirais de t'envoyer des tweets, même si tu réponds jamais aux tweets. Ah ouais, c'est ça que tu pourras passer en DM discrètement. Sur Tinder. Oui. Mettez Tinder, allez zoner vers chez Webedia, chercher l'âme et matcher le. Elles vont tomber sur Squeezie, Cyprien, ça va être drôle. C'est pas vrai, ils sont maqués en fait. Je suis en train de dire. C'est affreux parce que je dis ça pour la blague et en fait ils vont se faire défoncer parce que leur copine, quoi, t'es sur Tinder? Non. La seule personne avec qui j'ai matché, avec qui j'ai eu rendez-vous, on s'est vu, c'était très cool, mais c'était pas du tout. Il n'y a pas eu les papillons. Non, mais je pense que je le sentais déjà, mais j'avais envie de me dire, juste rencontrer des gens, c'est chouette en fait. Déjà rencontrer des gens, c'est chouette. Mais non, on n'a pas parlé de ma tub. On se connaît pas, mais un compliment va cher sur ma tub, je te préviens, c'est. Je connais pas, mais je te le dis tout de suite, j'ai une tub complètement respectable. Merci de t'enlever tes préjugés de la tête. T'enverras ce podcast systématiquement, tu sais. Oui. Pièce jointe. J'ai cru que t'allais dire, ou alors t'envoies une photo de ta bite et j'étais là, non, Fabrice. Ça peut être pas mal pour en savoir plus sur ma tub, et je mets le lien sur le podcast en bio Tinder. Grave. Ça, c'est la meilleure bio Tinder. Franchement, si tu pécho grâce à ce podcast, paye-moi un café. Ça me fera très plaisir. Avec plaisir. J'ai une question que j'aime bien poser à tout le monde à la fin du podcast. Ouais. Tout le monde, juste à Arthur pour l'instant. Voilà, et du coup, comme tu as été sage et que tu as écouté le premier, j'espère que tu t'es préparé parce qu'apparemment c'est une question difficile. C'est qui pour toi les hommes qui représentent une vision positive de la masculinité? C'était ça, c'est imaginaire ou réel? Ouais, parce que réel, en fait, tout le monde dit The Rock. Ouais. Ah, The Rock, c'est bon, j'aurais pas dit, mais. Ou Terry Crews. Bah, Terry Crews, il est un peu moins connu, mais il est top. Terry Crews, il est génial. Forcément, il connaît. En réel, de tac au tac, j'aurais dit Georges Clooney et Pierre Ninet. Pierre Ninet, parce qu'il a une beauté, une fragilité, enfin, il est presque immaculé, il est magnifique comme homme. Et j'ai l'impression que son identité va avec son physique. C'est un mec qui s'assume très bien, qui s'épanouit très bien, qui est vraiment qui est hyper beau et qui va pas du tout chercher dans les codes habituels.
Clooney, c'est un peu l'inverse. Clooney, c'est le beau vieux, quoi. Et en même temps, le beau vieux, mais qui passe son temps, qui a été vieux garçon séducteur et tout, donc un peu le fantasme de plein de mecs hétéros de base, dire ah bah, quand même, il s'est bien amusé. Et j'ai l'impression qu'il a une sorte de sérénité avec toutes ses vies, et qui est très heureux d'être Monsieur Hamal aujourd'hui, Monsieur Hamal Clooney. Et dans les persos fictifs, alors c'est con à dire, mais j'ai beaucoup d'attaches pour les 3 héros de GTA V, qui sont pas des mecs les plus positifs de la Terre. Donc dans GTA V, tu diriges 3 héros, donc c'est Michael, Franklin et Trevor. Trevor est un ancien pilote de chasse, psychopathe, ultra violent, meurtrier, etc. Franklin est un jeune gangster avec les dents longues, très intelligent, qui veut s'en sortir. Et Michael est génial, c'est un cadra ultra riche, ancien gangster, rangé des voitures, qui a échappé à la justice, qui est avec sa famille, mais qui galère plus avec son psychologue et sa famille et ses enfants qu'avec tous les malfrats qu'il a pu faire. Et les 3 mecs, en fait, racontent 3 identités d'hommes qui veulent qui veulent un peu sortir de leur milieu, de leur ghetto. La manière dont ils sont écrits par Rockstar, elle est magistrale. C'est-à-dire que les mecs sont des badass, ou des connards, ou des meurtriers, etc. Mais il y a une tendresse autour des persos, et l'interprétation des acteurs qui ont fait la mocap derrière, elle est incroyable. C'est un buddy movie avec 3 badass, et pourtant ça dévie complètement des codes des buddy movies, quoi. Et les séances de psychologie du mec qui est en midlife crisis dans GTA, elles sont absolument incroyables, quoi. Incroyable. Et ils sont insultés par ses enfants. Et à un moment, il en a marre. Il a envie de se retrouver comme un homme, un vrai, mais en fait, c'est un fragile et tout. C'est génial. Merci beaucoup, Lame. Ça m'a fait très beaucoup. plaisir. C'était chouette de parler avec vous. C'était chouette de parler avec toi. Grave, c'était très Cool. chouette. Écoutez Studio 404, c'est un podcast de société numérique. Oui. Et il y a l'excellente voix de Lame qui vous a bercé depuis 1 heure. Ah, c'est gentil. Et des super chroniques. C'est tous les mois et c'est vachement bien. C'est un podcast de qualité. Et là, on parle de la mort en plus. Oui, le dernier 404 sur la mort numérique est super. super. Je pense que c'est votre meilleur. Ah, c'est gentil. Et vraiment très bien. J'ai eu 2 fous rires et j'ai beaucoup réfléchi. 2 buts accomplis. Deuxième reco, j'ai décidé de vous faire une petite reco contenue sur la masculinité à la fin de chaque podcast, parce que je vous aime bien. Donc en plus de la rubrique masculinité sur Mademoiselle, je vous conseille aujourd'hui le TED Talk de Justin Baldoni, qui joue Raphaël dans Jane the Virgin, si vous regardez. En fait, il est très impliqué dans les questions de réflexion sur la masculinité, il a fait pas mal d'initiatives, et là il vient de faire une conférence TED, à TED Women 2017 qui s'appelle Why I'm Done Trying to Be Man Enough, donc pourquoi j'ai arrêté d'essayer d'être assez un homme, où il parle de son rapport à la masculinité, des aspects toxiques de son rapport à son père et à sa femme et à ses enfants, et notamment il a tout un discours très intéressant sur quand il challengeait les notions de masculinité, il y avait que des meufs qui le suivaient. Et ensuite, il s'est mis à parler sport, fitness et réparer son corps sur Instagram. Et du coup, il y a plein de mecs qui se sont mis à le suivre. Ah, évidemment. Et il s'est dit, je vais utiliser ça comme cheval de Troie pour en parler aux hommes. Donc c'est vachement bien. C'est Justin Baldoni, TED Women 2017, c'est sous-titré. Merci d'avoir écouté The Boys Club. Merci Fab. Merci Mimi. Belle vie, belle tub. Demandez aux gens avant de leur mettre des doigts dans le cul. Acceptez les talons de vos mecs aussi. Oui, même s'ils font déjà 1m80. Si mon mec porte des talons, je vais avoir un torticolis, mais je le ferai, car c'est son choix. Et laissez de leur porter des nuisettes aussi tant que vous y êtes. Bye tout le monde, à bientôt. Bye. Et bon. Attends, t'as eu ses cheveux pendant 37 ans sans après-shampoing? Je sais, mes copines crisent à chaque fois. Calme-toi Mimi, ça va bien se passer. Mais ils sont tellement beaux. Moi j'ai toutes les conneries du monde et ils sont pas aussi beaux. Ils sont très Bravo. beaux, ils sont surtout longs, extrêmement longs. Oui, congrats. On m'a coupé les pointes récemment. On m'a coupé 25 cm de pointe après. À tes pointes, c'est 25 C'est cm. 25 cm de pointe, ouais, très bien. Ouais. Écoutez, on est inégaux face aux cheveux, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Un mercredi sur 2 à 18h, il y aura un nouvel épisode de The Boys Club sur YouTube, mais aussi sur iTunes, sur SoundCloud et sur tout ce que tu peux utiliser pour écouter des podcasts. Si ça te plaît, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles et un commentaire, ça me fera très plaisir et ça permettra à The Boys Club de remonter dans le classement de podcasts. Comme ça, il y a encore plus de monde qui va écouter et encore plus de monde qui va venir au micro et ce sera trop bien. Merci beaucoup et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. Bye!